Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Forme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Pendant les vacances, je vous propose de revenir sur les meilleurs extraits de nos émissions de notre 5e saison avec une série de best-of. Pour notre premier épisode, best-of, on va évoquer la question de la souveraineté, la mémoire, la recherche historique, sans compter l'événement de l'année qui a placé la Martinique sur les cartes de tous les cinéphiles du monde. Je veux bien sûr parler de la sortie le 9 avril 2026 de la série Bandit sur la plateforme aux 325 millions d'abonnés Netflix. Mais tout de suite, on commence avec le sport, avec Mélanie Jesus dos Santos qui revient sur sa contre-performance au JO 2024. Femme. 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 Ton analyse a posteriori de Paris, c'était quoi? Trop de pression, c'était quoi? Ouais. Même si tu l'as dit bien de fois, mais dis-moi, tu m'as jamais dit. Oui, non, c'est ça. Trop de pression, je me suis mis la pression toute seule. Oui, comment on se met la pression toute seule? Parce que tu as quand même la pression des entraîneurs, oui, tu vas y arriver. Comment tu te mets la pression? Tu t'autorises pas à échouer, c'est ça? C'est quoi? Alors oui, mais en fait, on est tellement bien entouré que ta famille est derrière toi, tes amis sont derrière toi, tu représentes la Martinique, tu es fier de tes origines, tu représentes la France, tu représentes tout ce que tu as travaillé, ton travail. Donc en fait, tu as envie de te dire, ok, aux Jeux Olympiques, j'ai envie de réussir parce que j'ai fait trop de sacrifices pour rater. Donc tu te mets cette pression-là de réussite alors qu'en vrai, c'est une compétition comme une autre. C'est les Jeux Olympiques, d'accord, mais ça reste une compétition. Donc en fait, tu te dis, c'est à cette compétition-là que je dois réussir alors que tu en as réussi plein d'autres. Tu peux juste réussir celle-là une fois de plus. Et ça te paralyse? Ouais, tu as envie de bien faire pour tes sponsors, pour tes entraîneurs, pour tes parents. Et moi, il faut savoir que c'était la première fois de ma carrière que ma mère me voyait en compétition. Wow. Et elle était dans les gradins et moi, je l'avais jamais vue dans les gradins. Donc, je me suis dit, il faut que je montre à ma mère que je m'amuse. Ouais, c'est tout ça, en fait, qui t'arrive comme ça là-dessus et tu sais pas comment gérer, en fait. Et tu sais désormais comment gérer ça? Si tu te retrouvais dans la même situation, tu saurais faire différemment? Ou bien, est-ce qu'on apprend ça d'ailleurs? Oui. Tu sais, c'est grâce aux échecs, en fait, qu'on apprend. Oui. Enfin, moi, je pense que, en fait, il faut prendre de cette expérience-là et te dire, ok, j'ai fait ça, je vais pas le refaire. En fait, une compétition, c'est qui tout double, hein. Oui. Surtout à la gymnastique. Oui. C'est pas un sport collectif. Oui. Tout repose sur soi-même. Oui. Mais ça peut échouer aussi. Donc c'est vrai, c'est pouvoir accepter l'échec potentiel. Oui. L'échec potentiel. Et c'est aussi sa capacité à maîtriser ou à faire fi de cet aspect-là et se dire, je vais transcender et je vais y arriver. Et lâcher prise quelque part. Voilà. Il faut être dedans, mais sans être dedans. C'est compliqué, ça. Hein. Alors, ça m'est arrivé plein de fois. Il y a des compétitions où tu te dis, mais c'était trop facile. Oui. Alors que tu n'as rien fait de plus. C'est juste que parfois, c'est ton jour. Parfois, c'est pas ton jour. Et au Jeux de Paris, c'était clairement pas mon jour. Et 2028, donc c'est où les Jeux de 2028? À Los Angeles. Donc tu t'y prépares ou pas? Pour l'instant, non. Non, mais tu penses à ça, tu te dis, tu regardes. Oui, j'y pense parce tu as envie. Alors. Parce qu'après 2024, tu nous as dit, ta tête, tu avais envie de faire autre chose, on le comprend. Est-ce que tu commences maintenant à regarder, à se dire, Non. Pas encore, mais j'y pense parce qu'on m'en parle tout le temps, quasiment tous les jours. Et du coup, je me dis, faut peut-être que je me projette un peu parce que les gens se projettent plus que moi. Non, mais tu pourrais ne pas avoir envie. Parce que je t'ai entendu dire dans un très beau documentaire, d'accord, de Agathe Breton. Il me semble que c'est là que je t'ai entendu dire ça. J'assumais finalement quelqu'un que je n'étais pas. Ah ouais. Je t'ai entendu dire ça. Ouais. Tu dis, j'ai créé, voilà, c'est ça que tu dis. Pendant tout ce temps, j'ai créé un personnage qui n'était pas moi. C'est à Ouest France que tu dis ça. C'est pas dans le très beau documentaire d'Agathe Breton. Les sacrifices, la pression. Donc tu assumais quelqu'un d'autre. Mais là, tu pourrais ne pas te laisser embarquer par l'envie des gens, quoi. Mais vas-y, si tu n'as pas envie. Oui. Alors personne ne me force. Hein. J'ai vraiment pris ma décision toute seule. Et en fait, c'est le fait d'être rentrée en Martinique, de me sentir chez moi, d'avoir ma famille, mes amis, en fait, mon cocon, quoi, là où j'ai commencé et là où j'habite. En fait, ça t'aide à prendre les bonnes décisions parce que si tu es dans un endroit que tu n'es pas bien, tu sais pas comment gérer. Donc, j'ai eu le soutien de mes proches et ils m'ont dit, si tu as envie de reprendre, reprends. Si tu n'as pas envie, fais autre chose. Enfin, c'est OK, il y a pas de problème, personne ne te met la pression. Mais en fait,
je suis allée dans le gymnase, dans le très beau gymnase qu'on a, et j'ai regardé cette salle. Là, j'ai clairement grandi dans cette salle, c'est ma maison, j'ai grandi là, et je me dis, ouais, ça me donne trop Ça t'a donné envie. Et la lumière sur les agrès, je me suis dit, oh là là, C'est ça comme, me donne voilà, trop tu envie. oublies pas ça. Et donc, du coup, tu t'entraînes maintenant? Tu t'entraînes régulièrement? Oui, j'essaye. Oui, j'ai repris les entraînements en janvier. Je venais un peu avant pour faire de la préparation physique. Oui. Mais là, j'ai vraiment repris en janvier avec un entraîneur qui vient de temps en temps. Je suis asthmatique depuis que j'ai 2 ans. Oui. Et on pensait qu'en faisant du sport, ça allait encore fragiliser l'être, alors que en fait, c'était tout à fait le contraire. Oui. Et c'est quand je suis rentrée au lycée que j'ai demandé qu'on me permette d'en faire. Et depuis que j'ai 17 ans, ma dernière grosse crise d'asthme, je l'ai eue quand j'avais 17 ans. Et le sport m'a apporté beaucoup au niveau de ma santé. Depuis quand vous pratiquez? Depuis quand, Régine, tu pratiques le sport? J'ai toujours fait du sport. J'étais licenciée à l'Éveil de Carabin, où j'ai commencé par le handball. Ok, hand. Ouais, j'ai commencé par le hand, mais à côté, je faisais mes randonnées pédestres. Je faisais un petit peu de course. Je courais toute seule, mais j'ai toujours fait du sport, oui. Miguel, tu disais que toi, tu n'avais pas le temps de t'organiser, quoi. Tu avais trop de choses à faire. Oui, c'est-à-dire que par rapport à mon travail, c'était des horaires tournants, donc je n'avais pas un horaire fixe pour pouvoir m'inscrire dans une activité. Et dès lors où j'ai arrêté de travailler, même un peu avant, j'ai commencé à m'organiser pour pouvoir entrer dans ce processus d'entraînement régulier. Et voilà, quoi. Mais tu avais prévu de le faire, projeté de le faire? Oui, j'avais projeté de le faire parce que je sentais que c'était un frein, parce que j'en avais besoin. Et tu ressentais ce besoin-là? Oui, je ressentais ce besoin de faire du sport. Bon, j'avais commencé à faire un peu de marche. Tous les jours, j'essayais de faire 1h30, mais je sentais que ce n'était pas suffisant, en fait. Ah oui, tu veux aller plus loin. Voilà. Et là, c'est du vélo, quoi. Voilà, c'est-à-dire que le vélo, j'avais toujours souhaité faire du vélo, en fait. Parce que petite, mes parents faisant partie d'une fratrie de 3 enfants, j'étais la fille, la dernière. Donc, je voyais mes frères faire du vélo et ce n'était pas autorisé à en faire parce que j'étais une petite fille. Donc, on me donnait des poupées. Du coup, j'ai grandi avec cette frustration et je me suis dit, un jour, il faut que je fasse du vélo. Et j'ai attendu l'occasion, l'opportunité. Et c'est lors de mes 50 ans, je me suis dit, cette année, il faut que je fasse du vélo, il faut que j'apprenne à en faire. Et tu ne savais pas en faire? Non. Tu t'es jamais monté sur un vélo? Non. Donc quand tu es monté la première fois, il a fallu qu'on te mette les 2 petits trous derrière? Presque. Et donc, j'ai contacté, j'ai entendu parler du club, Active un club qui composé de filles qui faisaient du VTT. Donc, je me suis renseignée, on m'a donné les coordonnées du club, dont Sabrina, que j'ai vu, qui m'a renseignée et qui m'a accueilli volontiers. Et là, j'ai eu un coach, on m'a attribué un coach personnel parce qu'en ce temps-là, il n'y avait pas encore la section école de vélo. Donc, je me suis retrouvée seule à en faire parce que les filles savaient déjà faire du vélo et je suis arrivée, mais je ne savais rien faire. Donc, j'ai eu plusieurs séances de travail. Et c'est elle, parce que Sabrina, tu es éducatrice vélo. C'est toi qui lui as donné les cours ou bien un autre coach? C'était un autre coach, c'était Joël Judith. Donc, il faut qu'on le dise. Oui. Voilà, donc c'était Joël Judith. Et entre-temps, comme Miguel a dit, donc, nous n'avions pas encore l'école de vélo. Et entre-temps, on a bien structuré les choses au niveau de l'association. Et nous avons créé une école de vélo qui a été labellisée par la Fédération française de cyclisme. On va venir à toutes les activités que vous faites avec Active Girl et l'école de vélo, mais revenons sur cette première expérience. C'est une expérience liée à l'équilibre. La première fois qu'on t'a lâché, attends, tu t'imagines, tu veux faire du vélo enfant, on te dit non, tu peux pas. À 50 ans, tu montes sur un vélo, tu apprends. Voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que tu ressens? Alors, moi, c'est déjà une grande fierté. Oui. Parce que le premier jour, j'ai eu très peur déjà. Et en plus, il y avait des passants du sexe masculin où j'ai fait l'objet de quelques dérisions, de moqueries. C'était où? Ça se passait où? C'était autour du stade du Robert. D'accord.
et en disant au coach, bon courage. Et moi, j'ai... Il se moquait, quoi. Voilà, c'est ça. Et, mais heureusement, le coach, lui, il m'a redonné confiance. Donc, après quelques heures, j'arrivais à tenir sur le vélo. Après la deuxième séance, j'arrivais un peu à pédaler parce qu'en fait, il faut pédaler pour être en équilibre. Bien sûr. Voilà. Donc, déjà, rester sur le vélo, c'était quelque chose. Oui. Après, pédaler pour pouvoir se déplacer. Donc, ça s'est fait progressivement. Au bout de 3 séances, j'ai pu commencer à rouler. C'est vrai que maintenant, de toute façon, quand on voit les gens circuler dans la rue, maintenant, nous-mêmes, on est capable de voir qu'effectivement, on a beaucoup plus de personnes en surpoids qu'avant. Oui. Donc, nous, on est d'une génération, on se souvient des gens quand on était au lycée, par exemple, je donne exemple, il n'y avait pas de personnes vraiment en surpoids. Et maintenant, quand on se promène dans les rues, on voit effectivement que la morphologie des gens a changé. Oui. Alors, c'est vrai qu'on est passé aussi à un mode, on parlait tout à l'heure hors antenne, d'histoire d'avoir quelqu'un qui puisse cuisiner pour nous, par exemple. Et on voit qu'effectivement, les gens cuisinent de moins en moins à la maison. Le fait maison, on n'a plus le temps. Et on est vraiment tombé aussi dans une alimentation, la facilité, le vite fait, et on s'accapare aussi des modes alimentaires d'autres et qui ne correspondent pas. Parce que moi, je reste persuadée que ce qui est produit chez vous, vous correspond. Ce qui vient d'ailleurs n'est pas forcément adapté. Et du coup, ça a un impact sur notre santé. L'alimentation est une pratique culturelle. Ah, mais c'est exactement ça. En même temps, si je mangeais patates douces tous les jours, même à la vapeur, ça ne va pas le faire non plus. Ah, pourquoi ça ne va pas le faire? C'est pas trop sucré? Mais non. Ta patate douce, mais tout à l'heure, tu m'as dit que... Non. Ah bon, d'accord. Parce que je lui ai dit que j'ai mangé des bananes jaunes et puis patates douces. Non, j'ai dit qu'il fallait effectivement équilibrer la quantité de bananes jaunes et de patates douces. Et ça va correspondre aussi à l'activité que tu as dans la journée. Si effectivement tu as une activité physique ou une activité de tous les jours suffisamment consommatrice de glucides, ta patate douce et ta banane jaune, ça cause aucun problème. Après, l'activité, si elle ne correspond plus à ce que tu manges, là, tu prendras du poids. Donc tu nous dis, ce qui est intéressant, donc tu dis manger, donc la gastronomie, c'est une activité, c'est une pratique culturelle. Ah oui. Voilà. Et donc, on se reconnaît effectivement dans ce qu'on cuisine. Et donc, si effectivement, je m'amuse tout le temps à manger, je ne veux pas citer quoi que ce soit, par exemple, les tacos. Les tacos, ça ne nous correspond pas. Non. Mais c'est l'alimentation. C'est l'alimentation des jeunes. Et on voit très bien maintenant que les jeunes sont beaucoup plus en surpoids qu'il y a 10 ans. Et puis, c'est des plats préparés aussi. Pourquoi les plats préparés, on nous alerte sur les plats préparés? Alors, on nous alerte sur les plats préparés parce que là, tu n'auras pas même mise sur la composition du plat, déjà. Et on va, dans les plats préparés, peut-être mettre des aliments de moins bonne qualité et on va justement masquer cette moins bonne qualité par des additifs, des exhausteurs de goût. Oui. Donc, effectivement, ce sont des choses qui vont donner de la sapidité, mais derrière tout ça, tu n'as pas la qualité. Pourquoi tu as voulu faire ces métiers-là, hypnothérapeute C'est une longue histoire, donc je vais essayer de synthétiser. Mais en gros, j'ai toujours été la bonne copine et en même temps la moralisatrice du groupe. Oui. Donc, moralisatrice? Oui. Ça a beaucoup changé, mais ça a commencé comme ça. Oui. Ouais, enfin, mais c'est surtout qu'à l'époque, moi, je voulais toujours bien faire. J'étais la fille à maman, donc j'avais une idée un peu de ce qu'on attendait d'être une femme, justement. Et je voulais l'enseigner à toutes mes copines. C'était quoi à l'époque, s'il te plaît? Comme on est dans une émission où on parle des femmes, c'était quoi à l'époque, être une femme? C'était quoi? À l'époque, être une femme, il fallait qu'elle ait confiance en elle, il fallait qu'elle ait de bonnes notes à l'école, qu'elle ne fasse pas de bêtises. Oui. Qu'elle soit élégante, voilà, des choses comme ça. Et aujourd'hui, ça a changé? Oui. Donc c'est quoi? Tu as le droit à l'échec Maintenant, une femme, elle va plus assumer ses échecs, elle va aussi plus assumer qui elle est. Une femme n'est pas forcément élégante, elle n'est pas forcément gracieuse, et pour autant, ça reste... une femme. Ça reste une femme. Oui. Et alors, les personnes, donc je suppose que tu as un cabinet? Oui. Donc les gens viennent te voir pourquoi? Ils viennent te voir dans quelles circonstances? Alors, les circonstances sont vraiment diverses. Donc, il y a la gestion du stress, davantage de confiance en soi, la construction de projets et puis aussi les phobies, beaucoup. Les peurs? Ouais, les peurs. C'est quoi les peurs les plus développées? La légitimité. La peur de ne pas être à sa place. Oui, l'imposteur, quoi. Ouais, le syndrome de l'imposteur.
La peur d'échouer aussi, je dirais. La peur de manquer, on en parlait avant l'émission. La peur de manquer, oui. Oui. Le manque, ouais. La relation avec l'argent, c'est assez particulier aussi. C'est assez important. Oui, très important. Et alors, donc, tu accompagnes les Miss, celles qui étaient candidates le 13 juin. C'était le 13 juin hein, que ça s'est passé. Oui. Qu'est-ce que tu leur dis, donc, développement? Ayez confiance en vous. Mais bon, il suffit pas de le dire. Exactement. Ben oui, au final, la confiance en soi, moi, je dirais que c'est plus comme une compétence. Oui. Donc, c'est quelque chose qui se construit et c'est quelque chose qui se pratique, surtout. Donc, je ne leur dis pas « ayez confiance en vous ». Tu leur montres comment faire. Voilà, je leur montre comment faire et surtout, je leur permets de se reconnecter à leur intention parce que chacune arrive dans l'aventure avec une intention. Et c'est ce qui va faire que ce sera leur moteur au cours de l'aventure. Mais l'intention, excuse-moi, oui, pardon. Non, je disais qu'après, dans l'académie, les candidates ont, sur le mois et demi de préparation, en moyenne, je crois, 8 heures avec Dora. Et encore, bien souvent, on en rajoute. Donc, c'est pas juste le 13, en fait. Pendant toute l'aventure, Dora accompagne les candidates. L'académie, c'est ça. Voilà. Donc, je retiens, il faut se reconnecter à l'intention. Exactement. Maureen Alicia, comment tu as fait pour te reconnecter? Quelle était ton intention? Je veux gagner. Alors, oui, effectivement, je voulais gagner. Oui. Mais avec Dora, on a vraiment travaillé, vraiment les yeux fermés déjà. Ça m'a marqué cet exercice. Mais tu étais sous hypnose? Oui. Ok. Oui. Ok. Je me suis laissée emporter par le moment, par la voix de Dora, qui nous parlait, qui nous donnait des clés pour aller chercher en nous des failles, des mots. Aussi. Et j'ai beaucoup extériorisé d'ailleurs, où j'ai pas mal pleuré. Tu es émotive, toi. Très ça émotive. Ça peut être un plus, un moins, mais un plus aussi. De laisser parler ses émotions. Mais toi, précisément, ton intention en allant là, c'était quoi? Donc, tu m'as dit, tu travailles dans un EHPAD. C'est ça. Et donc, c'est ton choix. C'est quoi tes études? Tu as fait des études de? Alors, j'ai fait un master en management d'établissement de santé. Oui. Voilà, et j'ai commencé par le secteur du handicap en tant qu'alternante. Et puis après, je me suis orientée vers la gériatrie. D'accord. Voilà. Mais tu avais aussi déjà été dauphine en 2020, Miss Martinique. Donc c'est un truc, quoi. Tu as envie d'être Miss. Mais c'est quoi ton intention quand tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? En fait, j'ai pas mal de valeurs qui m'ont été inculquées par mes proches, notamment par mes grands-mères. Et j'ai envie de les véhiculer. J'ai envie de montrer qu'une femme aussi, elle est capable d'accomplir de belles choses dans sa vie, d'être accomplie, justement. Je m'arrête là, 2 secondes. Parce que c'est un discours qu'on entend. Une femme est capable de faire... Ben oui, toutes les femmes font de belles choses. Elles donnent la vie, elles s'occupent des enfants, elles font machin, elles travail, etc. Oui. Mais toi, de belles choses, c'est quoi? Des choses visibles, c'est ça peut-être? Alors, tu veux marquer l'histoire d'une façon? En quelque sorte. Tu peux le dire, c'est ça son intention. Elle veut aussi, je pense, être reconnue. Connue. Reconnue pour ce que je fais. D'accord. Oui. Mais quand tu travailles auprès des personnes âgées dans les EHPAD, tu es reconnue. Ah oui. Oui, tu es reconnue. Donc ton intention, c'est ça. Mais ultimement, ce concours... Et puis Miss France, ça va te permettre d'avoir un impact. Exactement. Et en fait, j'ai toujours souhaité représenter mon île à ma façon. Et pendant l'aventure, j'avais une anecdote que je répétais souvent aux filles. Mais quand j'accueille de nouvelles familles ou de nouveaux résidents à l'EHPAD, je leur dis avant que je suis martiniquaise. Et pas forcément, je suis Maureen Alicia, bienvenue chez nous. Donc en fait, je leur dis qu'on a le soleil chez nous et venez chez nous. Donc, et être martiniquaise, c'est quoi finalement les valeurs qui seraient attachées à cette identité? Pour moi, c'est l'authenticité, c'est savoir briller à sa façon, comme on le disait précédemment, pouvoir être aussi une femme accomplie, qui sait aussi ce qu'elle veut faire dans sa vie. Donc pour moi, c'est un peu tout ça. Avant de passer à Focus, je voudrais qu'on écoute et qu'on voit Madame Sistanaya dans un clip qui date. Elle est belle la vie, parce que voilà, c'est le message qu'on veut avoir. Ça date, mais on écoute. Dans le sélecteur, je joue de la bonne musique. Il y a la batterie pour tenir la rythmique. Quand il y a le feu, il y a la vibe et la bonne dynamique. L'énergie de vie transmise au public. Il n'y a pas à dire, elle est belle la vie. Riche de rythme et parée de poésie. Ressent son tempo, écoute sa mélodie. Oh oh. Et chante en cœur son harmonie. Que nous ne vivions c'est pas. Quand la nature décidera de nous le reprendre. Alors, on disait qu'il n'y avait pas assez de son sur le plateau, mais on est en train de chanter « Elle est belle la vie ». Et Sistanaya est là. Ouais, c'est vieux, ça date d'il y a 11 ans. Je me rappelle plus exactement, mais maman... Mais Bagala très beau. Reggae music. Oui, mais en fait, tu vois, c'est ça qu'il y a de bien que la musique, c'est que ça n'a pas ni l'âge, en fait. Mais non, et pour pas qu'elle change non plus. La musique est éternelle, hein. Et puis les messages véhiculés... Je ne rougis pas, je suis contente. T'as pas à rougir, Non, vraiment, ouais, je suis contente d'avoir laissé ça
Et oui, ça fait du bien, tu vois, quand tu... Là, en fait, au moment où je te parle, ça me fait à moi du bien d'entendre chanter « Elle est belle la vie, la vie est belle », quoi qu'il arrive. La vie est belle? Mais oui, la vie est belle. Oui. La vie est belle, la vie est belle. On fait un petit break, focus. On change d'univers. Voilà, focus, je vais m'adonner à des choses que j'aime bien. Vous allez me pardonner. On va regarder des vidéos, des bandes annonces. J'adore regarder les bandes annonces. Et notamment parce que madame regarde des séries. Elle nous a dit de Fanny, là, elle crochette dans son atelier. Et puis elle regarde des séries sur des plateformes. Il y a un film qui est sorti il y a quelque temps, Apex, avec Charlize Theron. Et puis un monsieur qui est très vilain, Taron Egerton. Ça s'appelle Apex. On regarde la bande annonce. Vous y allez seul ? Je vous le conseille pas. Je voudrais aller aux gorges de Grand Isle. À la cool ou à la dure? Je veux faire ça bien. Ça va aller? Ouais, ça devrait aller, c'est bon. Ah, te voilà! Tu me reconnais, la station-service! Oh, oui! Tu t'éclates? J'ai dû avoir de la visite pendant la nuit. Mes affaires ont disparu. Je suis désolé. Quelle poisse monumentale! T'as faim? Je voudrais juste retrouver mes affaires. Alors voilà, c'est simple. T'as jusqu'à la fin de la chanson pour t'éloigner le plus possible. T'as de bonnes chaussures? Ça ira. Everybody got a target tonight. Everybody come along for the ride. Deadly sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul. Execution is aim. No time to rest. Bah quoi? Just do your best. T'aimes plus le risque? What you hear is not a test. Everything getting harder to find. Everybody jumping out of their mind. C'est un jeu? Tu crois qu'on est en train de jouer? Everybody going out of their skin. Alors on y va. Dead sharp shooting the game. Gonna hit you in the soul. Execution is aim. On forme une bonne équipe, non? Voilà, donc c'est pas un placement de produit, c'est juste parce qu'il y a un personnage de femme, donc Charlize Theron, on est d'enfant. Moi, j'aime bien montrer les extraits ou des bandes annonces de films ou de séries. Là, c'est un film. Et donc, Charlize Theron qui est, comment dire, qui est pourchassée, mais c'est vraiment, toi qui aimes Dan Brown, un univers vraiment de course-poursuite et de track, avec Taron Egerton, qui est un gars complètement malade. Et ça se passe dans la nature australienne. Donc, c'est super flippant. Il y a beaucoup de suspense. Toi, tu n'as pas encore regardé? Non, je n'ai pas encore regardé, mais ça m'intéresse. Ah oui. Mais en fait, je l'ai passé parce qu'il y a le personnage de cette femme extrêmement forte. Je me suis dit que ça pourrait te parler. Ben déjà, c'est un délire d'aller découvrir la nature toute seule, là. Enfin, à la base, la nana te dit qu'elle veut aller découvrir. Oui, parce qu'il y a un trauma. Toi qui es la psycho, ça va t'intéresser au début. D'accord, elle est allée chercher quelque chose. Elle est allée chercher quelque chose, ouais. Elle est allée chercher quelque chose, mais il y a une forme de reproduction d'ailleurs. Hein. Okay. Ça te parle, au psy, ça parle, non? Peut-être le cercle de l'échec, des choses comme ça, des choses qui se reproduisent. Non? En tout cas, oui, dans la question de la reproduction, en tant que travailleur social, on voit ça souvent. Tu vois les jeunes femmes qui ont subi, je ne sais pas, de l'inceste, par exemple. Tu as une forme de reproduction qui se fait de génération en génération, ou bien même nous-mêmes, tu n'as pas besoin d'aller voir dans les familles où il y a des grosses difficultés. Même nous-mêmes, quand tu regardes honnêtement ta vie, tu te dis, mais attends, pourquoi je tourne en rond sur... Il y a des sujets sur lesquels on a l'impression de tourner en rond. Il faut déconstruire. Oui, et puis je crois qu'il faut comprendre, en fait. Il faut chercher à comprendre, mais ça demande... C'est fatigant. Ça demande du travail. Ça demande du travail sur soi. Il faut le faire quand même pour avancer. Toi, tu as eu à faire ça? Ouais. En quelles circonstances? Sans être trop indiscrète. J'avais un certain mal-être et tout ça, et puis j'ai voulu en sortir, donc j'ai essayé de comprendre pourquoi. Mais toute seule? Non, j'ai vu un psychologue. Tu as vu? Tu as été accompagnée pendant longtemps? Peut-être pendant une année. Ok. Ouais. Et tu en es sortie? Ouais. Tu as compris les mécanismes?
à Oui, l'œuvre. voilà, j'ai compris que je devais me défaire de certaines choses, peut-être des douleurs que j'avais gardées qui me concernaient pas en fait, parce que c'était pas mon histoire. Les parents, les Voilà, parents. c'était oui. pas mon histoire et une fois qu'on se défait de ça, on avance. Et puis Fanny 2.0 est arrivée. Et alors, il y a une autre bande-annonce. Là, c'est pas une bande-annonce, c'est un extrait qui tourne sur les réseaux sociaux. On écoute, on regarde et après on en parle. D'où vient tout cet argent-là, King? Ben, je te l'ai dit. Mais attends, tu fais quoi là? Attends, maman. Non, tes affaires, oh. Tu vas pas brûler l'argent? On mangera pas avec l'argent de la drogue ici. Tout l'argent là. Il faut, je te dis, c'est pas l'argent de la drogue qui est là. L'argent de la drogue, c'est pas notre vie. Big up à Sandrine Velayou, donc, qui tient le rôle de Marilyn, la maman de Bandit. Qui c'est qui n'a pas vu Bandit? Donc tout le monde a vu Bandit. Il y a combien de temps qu'ils sont passés là? Les gens qui n'ont pas vu Bandit, c'est qu'ils n'ont pas Voilà, vu. c'est sorti le 9 avril. On a fait une super émission ici, émission spéciale. Donc, toujours écouter les mamans. J'adore le titre de cet extrait. Et qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? De cette série? Ah, moi, j'ai adoré. T'as adoré? Ouais. Et Moi, toi? pour être honnête, oui. Avant d'avoir vu la série, j'étais de ceux qui disaient... Tu avais un avis? J'étais de ceux qui disaient, ouais, il y en a marre. C'est toujours la même histoire. C'est toujours les mêmes histoires. Bon, ce qui est un peu vrai quelque part, parce que tu vois, tu es dans deux extrêmes. C'est pareil aussi. La plupart des films, c'est Apex. La plupart des films, il y a, en fait, il faut quelque chose qui cloche pour retenir l'attention. Oui. Ouais, non, j'avoue que j'avais ce regard. Toujours le machin. Oui, okay. J'avais ce regard critique là. Bon, après, une fois que j'ai mis le premier épisode, je crois que j'ai bouffé ça en 2 jours. Hein. Je suis restée. Et tu attends la saison 2. Et j'espère qu'il y aura une saison 2, vraiment. Je me demande ce que va devenir Léo. Vraiment, j'ai envie de voir la saison 2. Oui, parce que j'ai envie de savoir qu'est-ce qu'il va devenir. Et puis Kylian aussi. Ouais, Kylian aussi. Il a bougé son doigt. Kingsley aussi. Il y a Kingsley qui a bougé son doigt. Il faut pas spoiler. Ma fille me dit que c'est des gouttes que j'ai vues. Non, j'ai bien vu bouger la main de Kingsley. Il a bougé la main. On n'en dit pas plus, mais le personnage de la mère, qui est essentiel, parce que la mère tient toute la famille, y compris après sa mort. Vous êtes d'accord ou pas? Enfin, ils se raccrochent, mais ils sont toujours, même quand ils dévient, il y a quand même la boussole et c'est le maître étalon, quoi. Et tu vois, moi, est-ce que j'ai surtout la sœur là, qui dit maman n'aurait pas voulu ça, et elle le dit. Exactement. Ouais. Et c'est ça en fait que je retiens, c'est qu'elle n'est pas là, mais elle vit par les valeurs qu'elle a laissées. Oui. En fait, elle leur a laissé un héritage de ouf. Oui. Ce sont les valeurs. Oui. Et en fait, toute l'histoire, c'est ça. C'est des gamins qui sont tiraillés dans des valeurs qu'on leur a... Jusqu'où ils vont aller loin, ça, des valeurs. Des valeurs. Et alors, tu me disais, JC Fatso, tu as une forme de fierté parce que... Oui. En fait, Fatso, c'était une illumination. On a galéré sur ce rôle. Franchement, il était dur à trouver. Oui. On a passé du temps. Et là, j'ai une illumination parce que j'ai fait des micro-trottoirs à un moment donné dans ma vie. Je continue encore un peu. Et je me dis, mais il y a un gars, il m'avait marqué. Je l'avais interviewé, mais sur un truc qui n'a rien à voir. Hein. C'était les jeux d'argent, les jeux de chance. Parce que tu travailles avec RCI aussi, toi. Oui, RCI, Lumina TV, exactement. Oui. Et c'est pendant ces occasions-là. Ces occasions que je l'ai rencontré. Et en fait, je l'avais retenu en tant qu'artiste, parce qu'il est aussi graphiste, et j'aimais bien ce qu'il faisait. Donc, je me suis abonnée à lui sur Instagram. Et on ne s'est jamais reparlé. Et là, je suis avec Nadja, et on galère sur Fatso. Je dis, mais attends, mais il y a un gars. Je suis sûre que ce gars-là, c'est Fatso. Je lui envoie un message sur Instagram. On ne s'est jamais reparlé depuis... On s'est jamais reparlé depuis peut-être 5 ans. Je lui dis, salut, est-ce que ça te dirait de passer un casting Et il m'a dit après coup, mais quand j'ai reçu le message, je me suis dit, mais elle se moque de moi, c'est bizarre. Elle s'est fait hacker son compte, c'est bizarre, c'est une arnaque. Et il est quand même venu et direct, c'était lui. Forme est une émission où se cachent parfois des notions qu'on n'attendait pas. On parle beaucoup de souveraineté ces temps-ci. On parle de souveraineté politique pour parler de l'autonomie, pour parler de l'indépendance. On parle aussi de souveraineté alimentaire, une façon de dire qu'on est très dépendant aux importations. Mélanie Adel de l'Établissement français du sang, elle promeut une souveraineté, mais peut-être qu'on devrait même commencer par celle-là. Regardez. Notre réalité, c'est aussi une dépendance quand on parle de sang.
c'est une dépendance à l'égard de l'extérieur, notamment de la France. Tout à fait. On n'est pas, loin s'en faut, on n'est pas autosuffisant pour nos besoins en sang et en poche de sang. Tout à fait, puisqu'en fait, on a à peu près la moitié des poches de sang qui viennent de France hexagonale. Alors, il y a quelques semaines, en fait, dans l'année où on arrive, en fait, à mobiliser suffisamment de personnes pour avoir suffisamment de poches, pour des transfusions, pour soigner les patients de la Martinique. Mais dans l'ensemble, en fait, la moitié des poches vient de France hexagonale. Ouais. Et c'est quoi les besoins? C'est quoi les besoins? Pourquoi on a besoin de sang? Alors, les personnes qui vont recevoir des transfusions, ça va être des personnes qui vont soit faire une hémorragie, par exemple, suite à un accident de la vie quotidienne, un accident de la route, par exemple. Ça peut être aussi des femmes qui accouchent, parce que lors de l'accouchement, en fait, les femmes peuvent être sujettes à ce qu'on appelle l'hémorragie de la délivrance. Ça peut être aussi des personnes atteintes de cancer, parce que malheureusement, on a un cancer, en fait, on doit recevoir un traitement qui permet de continuer à se battre, en fait, et à recevoir des chimiothérapies ou des radiothérapies. Et ce traitement, il est à base de produits sanguins. Il y a aussi des personnes qui sont atteintes de drépanocytose, par exemple, qui doivent régulièrement recevoir des transfusions. Bref, il y a plein de situations qui sont assez communes, en fait, au final, et qui demandent de recevoir des transfusions de produits sanguins à base de dons de sang. Quand tu parles, faisons le point. Quand tu parles de produits sanguins, moi, je pense que le sang, c'est rouge, mais c'est que ça, non? Non, c'est pas que ça. Ah en fait. bon, tu peux parler des os, s'il te plaît? C'est pour ça que je parle de produits sanguins, parce qu'en fait, donc, les dons de sang arrivent effectivement dans des poches, et les poches sont rouges, puisqu'en fait, la totalité du produit est rouge. En revanche, dans nos laboratoires à l'Établissement français du sang, en fait, on travaille ces poches pour séparer les différentes composantes du sang, puisque dans le sang, on a des globules rouges, on a des globules blancs, on a des plaquettes et du plasma. Et donc, on sépare l'ensemble de ces produits de manière à ce que chaque produit puisse aller au patient qui a besoin de ce type de produit, puisque chaque produit a une finalité différente. Et donc, effectivement, donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit, quand on parle du don du sang, qu'un don de sang peut sauver jusqu'à 3 vies, parce qu'en fait, on utilise les 3 produits, globules rouges, plaquettes, plasma, en fait, pour séparer ces produits et les donner, en fait, à 3 patients différents. Est-ce qu'on a un jour été... Tu avais une question, peut-être? Mais en fait, c'est-à-dire qu'on donne jamais vraiment parce que moi, j'ai l'image de la poche de sang que tu... On donne jamais une poche de sang entière à un patient. Ça n'existe pas. En fait. Et puis, c'est traité, surtout. On ne prend pas, tu t'assois là, on te prend le sang, et puis tiens, tu en as besoin, tiens. Et on donne directement. Non, pas du tout. Et en fait, c'est traité, quand la poche arrive chez nous, en laboratoire, en fait, elle suit 2 circuits différents. Donc, le premier, c'est la préparation de la poche, donc séparer les produits sanguins pour préparer, du coup, 3 poches différentes. Et l'autre process que ça suit en même temps, c'est de vérifier en fait s'il n'y a pas de bactéries, pas de virus. Donc on vérifie toutes les poches pour vérifier qu'il n'y ait pas de risque en fait pour le patient derrière. Et puis d'ailleurs, aussi lors de la prise de sang, moi ça m'est arrivé par exemple de vouloir donner mon sang, mais je ne pouvais pas parce que j'avais voyagé en Guyane par exemple. Tu ne peux pas donner dans n'importe quelle circonstance. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pourquoi est-ce qu'on a déjà été autosuffisant? Il fut un temps, j'ai envie de dire oui. Malheureusement, j'ai pas eu la chance de découvrir cette situation puisque je suis à l'Établissement français du sang depuis 3 ans maintenant et depuis que j'y suis, ce n'est pas le cas. Sans doute bien avant 2018, bien avant ça en fait. Et on sait pourquoi les gens ne donnent pas leur sang suffisamment? Alors, c'est une situation qu'on retrouve en France, dans la France entière, en fait. Même en Hexagone, on voit bien que les gens, de manière générale, se mobilisent un peu moins. Alors, on suppose, en fait, avec toutes les études sociologiques qui existent, que c'est aussi lié au climat social, en fait, et que le Covid, par exemple, ça a aussi fait les gens se questionner sur leur état de santé, sur la santé de manière générale. En Martinique et en Guadeloupe, on constate que l'ensemble des problématiques de santé publique aussi, comme le chlordécone, font par exemple que les gens ont moins confiance en fait en eux-mêmes, en leur propre santé et puis en prévention. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a un petit peu de sujets mystiques qui se rajoutent avec le Covid, tous les vaccins, enfin le vaccin et toute la communication qu'il y a eu autour du vaccin. La piqûre, la piqûre. Comme c'est une piqûre, on te prend le sang. Donc c'est très mystérieux et les gens font un amalgame entre ce qu'on donne, le vaccin, et puis le don du sang, qui est en fait quelque chose qu'on extrait du corps. Et donc. Et vous avez étudié ça? Oui, on y travaille. D'ailleurs, il y a une étude qui est en cours sur les Antilles, parce qu'en fait, je travaille sur la zone Antilles-Guyane. Une étude qui a pour objet en fait d'examiner justement les comportements, les freins et motivations en fait à donner son sang aux Antilles, pour comprendre pourquoi aux Antilles on donne moins son sang aussi qu'en Hexagone.
Il y a peut-être des choses religieuses aussi. Autour du vaccin, il y avait aussi certaines églises qui sont contre le vaccin, etc. Et donc, il y a aussi ces éléments-là. Il y a un peu de ça. Alors, je le vois beaucoup parce que toute l'équipe de l'établissement français du sang passe beaucoup de temps sur le terrain, à la fois pour des collectes, mais aussi pour discuter avec la population et faire de la sensibilisation. Et on se rend compte que on a pas mal de remarques ou de questions sur oui, mais si je donne mon sang, je vais donner mon esprit, ou voilà, des choses un petit peu mystérieuses. Mais c'est très souvent sous la forme de questions. Donc, je pense que on est justement à un tournant où la population est en train de prendre conscience qu'il y a des questions qu'il faut se poser. C'est très bien de se poser des questions, mais par contre, du coup, il faut aussi trouver les bonnes réponses. Et la bonne réponse, c'est que quand tu fais un don de sang, ça permet d'aider des patients qui en ont besoin, sachant qu'aujourd'hui, il n'existe pas de produits, de médicaments, de substituts au sang, en fait. Et puis à la limite, on donnerait ça aux gens qui diraient mais non, qui ça qu'il y a à on va pas qu'à penser ça, quoi. C'est ça. Tu vois, il y a une forme. Et donc, je me dis peut-être l'idée de nationalisme. On est quand même très nationaliste. On pourrait dire mais on peut être autosuffisant et faire mieux. Surtout qu'à une époque, on l'était un peu plus qu'à 50%. Et surtout que j'ai envie de dire, on peut parler d'autonomie, d'autosuffisance dans plein de domaines. Oui. On a mis autosuffisance derrière. Ça ne peut pas être possible, en fait, si on n'est déjà pas autosuffisant dans le domaine de la santé. Donc, clair. Si on n'est pas capable de soigner les patients de notre territoire, on ne peut pas imaginer, envisager d'être autonome. C'est pas possible. Dans Femme, la nouvelle génération exprime ses convictions, expose parfois le résultat de ses recherches. J'ai été particulièrement ravie d'échanger avec Isis Labocaberia, auteure d'un livre « Chers ancêtres, contre-histoire des résistances féminines et anticoloniales ». Mais avant de revoir un extrait de notre émission, écoutons Alicia Espina. Elle est étudiante et une étudiante qui a choisi le droit pour exprimer ses convictions, pour défendre sa génération. Est-ce qu'on peut vous demander, mesdames, puisque vous êtes toutes les deux intéressées par la même matière, pourquoi vous voulez faire du droit ? Pourquoi tu veux faire du droit ? Alors, déjà, je pense que j'ai une habilité à ouvrir ma bouche tout le temps. Non, mais c'est vraiment ce que mes parents me disent depuis toute petite. Depuis que j'essaie de les arnaquer au Monopoly. Ou juste en général, j'arrive pas à me taire face à quelque chose que je considère comme étant incorrect. D'accord. Peut-être que j'ai une blessure de l'injustice, j'en sais rien, mais je vois pas en fait un métier pour moi qui n'implique pas de parler à voix haute. Mais quand tu commercial, par exemple, tu vas vendre des trucs, tu parles aussi. Mais là, non, c'est pas... j'ai touché vendre des aspirateurs qui vont se casser au bout de 2 mois. Ouais, d'accord. Non, merci. Et donc et droit public, c'est quoi ? Ça va ouvrir vers quoi, droit public ? En fait, j'envisage une carrière en politique. C'était pas ce que j'aspirais à faire avant. Je voulais faire du droit pénal. Oui. Après moult stages en cabinet d'avocat pénaliste, j'ai compris que c'était pas pour moi. Pourquoi ? Un milieu un peu violent. Je trouve que les pénalistes ont la grande difficulté de séparer vie professionnelle et vie privée. Et ça engendre beaucoup de fatigue mentale. C'est ce que j'ai pu voir. Politique, c'est plus cool, quoi. On travaille moins. Oui, la politique, c'est plus cool, c'est bien connu. C'est moins violent, on travaille moins et voilà. C'est plus gratifiant. Mais c'est mon avis. Après tout, nous sommes libres de dire ce que nous voulons. Mais oui, j'ai déjà fait des stages. On est des femmes libres là sur le plateau. J'ai fait des stages en permanence parlementaire. Oui. C'est chill. Ouais. C'est chill. Je pense que en fait, ça travaille si ça veut travailler, tout simplement. Oui, mais tu voudras travailler, toi, peut-être. Oui, j'y vais pour une raison. Oui. Mais j'aime le fait qu'on soit autonome, libre et. Ok. Mais pourquoi la politique ? Parlons-en, arrêtons-nous 2 secondes sur la politique. Pourquoi la politique ? Parce que je me sens sous-représentée. Je pense que les intérêts des jeunes sont sous-représentés. Oui. Et que, honnêtement, j'ai fait mes études à Paris. Oui. J'allais au palais de justice pour aller au TOC quand j'étais stagiaire. Les institutions, en fait, elles grouillent de personnes qui ne représentent pas du tout la majorité de la population. Je suis désolée, je vais être crue, mais des blancs de 60 ans qui font partie d'une caste, et je pèse mes mots, d'une caste, et je vois pas comment des personnes comme ça peuvent se retrouver dans des institutions aussi importantes, prendre des décisions pour des personnes dont elles ne connaissent absolument pas la réalité. Et j'estime qu'en 2026, c'est un petit peu important d'avoir des gens comme moi qui sont là pour porter une certaine parole, ou juste faire figure de représentation. C'est très important, la représentation. Mais tu sais, tu as 24 ans aujourd'hui, tu vas grandir. Donc, un moment, les jeunes qui auront ton âge vont dire et quand ce sera le cas, je laisserai la place. C'est comme ça que va le monde. Ok, ouais. Donc, mais voilà, le constat est implacable. Et je te remercie d'avoir ce langage aussi direct. Sabrina, pourquoi tu as voulu épouser cette carrière de juriste international ? Parce que quand on fait droit, première année, deuxième année, on a toute espèce de droit privé, droit public, droit constitutionnel, droit international. Toi, tu t'es spécialisée. Pourquoi droit et pourquoi droit international ?
D'abord, en fait, je ne voulais pas faire de droit par opposition à l'image parentale, parce qu'en fait, j'ai été élevée par un juge administratif. Mon beau-père était juge administratif et je m'étais promis de jamais faire du droit. Et en fait, j'étais passionnée. En fait, j'étais déjà engagée dans la société civile depuis l'âge de 15 ans, 16 ans. Donc, j'étais très engagée déjà au lycée sur les droits des lycéens et des lycéennes. Alors, jamais avec une approche, moi, politique partisane. Jusqu'à aujourd'hui, mais très engagée, oui, dans la société civile. Et puis, j'étais plutôt orientée vers des études de lettres. Donc, j'ai commencé par une hypocagne en lettres supérieures et avec une spécialisation en langues étrangères, en anglais et en allemand. Et ça m'a amenée à faire donc des études de lettres et de langues. Et puis, en même temps, j'ai commencé le droit parce que, par contre, finalement, je me suis dit, bon, je vais pas faire juste par opposition à mes parents. Le contraire de ce qui m'attirait. Et en fait, j'aimais dans le droit la capacité, j'espérais, à apporter du changement dans la société. Tu parlais de production d'ignorance. L'anthropologue haïtien, historien haïtien Michel Rolf-Trouillot, lui parle de production de silence. Puisqu'on a l'impression en général que l'histoire, c'est simplement un enregistrement neutre de faits qui se sont déroulés, sans se rendre compte que l'histoire et l'historiographie, ce sont deux choses différentes. L'historiographie, l'acte d'écrire l'histoire, en réalité, on ne peut pas avoir accès à l'histoire à moins d'avoir été présent lorsque ces faits se sont déroulés. Nous n'avons accès à l'histoire qu'à travers les historiographies. Et les récits. Les récits qui en sont faits, suivant des méthodes particulières. Les historiens sont en fait le produit de leur temps. Donc les questions qu'ils posent sont le produit de leur temps. La manière dont ils vont aborder l'archive, dont ils vont la questionner, c'est aussi quelque chose qui est singulier, spécifique, contextuel, et qui peut être critiqué. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a différents mouvements historiographiques qui évoluent, qui débattent, qui se remettent en question. Voilà. Donc Michel Rolf-Trouillot a cette formule très frappante. Il dit que l'histoire n'est pas simplement la production, n'est pas tant la production de la mémoire que la production de silence, la production d'oubli. Et d'où la question que je pose dans l'introduction, est-ce que finalement l'histoire n'est pas une manière aussi de curater cet oubli? Donc le point de départ du livre, c'est ça, c'est qu'on hérite en tant que personne caribéenne, et j'ai envie d'élargir ça à toute personne post-colonisée, on hérite d'une histoire à trous. Et ces trous sont encore plus béants quand on essaie de s'intéresser à l'histoire du point de vue des femmes, à la condition de ces femmes, qu'elles soient donc esclavisées, qu'elles soient autochtones, qu'elles soient indiennes engagées, puisque toutes ces femmes sont citées et explorées dans ce livre. Et c'est très important quand tu parles d'épistémologie, donc effectivement c'est un aspect central du livre, il y a une réflexion épistémologique, dans le sens où on est en fait dans le monde académique et au-delà même, on est le mode de civilisation occidentale a accouché de ce qu'on appelle la modernité occidentale, qui est alors attention, quand je parle d'Occident, je ne parle pas de l'Europe, c'est très important de comprendre ça. L'Europe, c'est une entité, une réalité géographique et culturelle. C'est quoi donc, c'est l'Occident versus les Suds par exemple? Voilà, l'Occident, c'est un mode de civilisation qui est certes né en Europe, mais qui plus précisément est né dans le premier moment colonial, donc dans cette rencontre d'altérité entre l'Europe et les Amériques et l'Afrique. Et donc c'est un mode de civilisation, c'est une manière de voir le monde, et qui a produit en fait des hiérarchisations entre nord et sud, entre blanc et non blanc. Enfin, le concept même de race est une création de cette manière de voir le monde qu'est la modernité occidentale. Et s'agissant des sciences sociales, on est en fait dans un modèle logocentriste. C'est un terme un concept qui est employé beaucoup par Derrida. Le logocentrisme, c'est l'idée que la rationalité serait un mode de connaissance du réel qui serait au-dessus de tous les autres, qui serait même écrasant vis-à-vis de tous les autres, et qui serait l'apanage finalement de cet homme européen donc voilà qui pense c'est ça exactement Descartes, Senghor qui disait que la raison était laine et l'émotion est nègre. Voilà, donc on reste un peu dans cette fiction d'une rationalité qui est supérieure et qui est l'apanage des hommes européens blancs occidentaux, tandis que toutes les autres les modes d'accès finalement que ce soit les femmes qui sont relégués à la sphère de l'émotionnalité, à qui on nie la capacité de raisonnement, mais aussi les personnes non blanches, sont donc infériorisées
parce que prétendument, elles n'auraient pas la capacité d'être dans cette pure rationalité. Et donc, pour revenir au monde académique, c'est vrai qu'on est encore empreint de ce logocentrisme qui va invalider par exemple, les expériences situées, les expériences incarnées. Donc, l'idée est que pour avoir une légitimité en tant que scientifique, il faut être dans une prétendue pure objectivité, une pure rationalité et une distance vis-à-vis de son objet d'étude. Et donc, c'est en fait un diktat logocentriste a permis en fait de discréditer les personnes qui prétendent aborder un objet d'étude tout en y étant connectées. Donc, en tant que femme caribéenne qui travaille sur l'histoire des femmes esclavisées de la Caraïbe, c'est une histoire dont je ne peux pas prétendre être distante. Parce que c'est ce que j'ai écrit, c'est d'ailleurs sur la 4e de couverture. Ces femmes que je croise dans les archives ne sont pas que des données historiques pour moi. Elles sont littéralement des ancêtres. Voilà, donc il y a toute une remise en question en fait qui a été faite de cette posture très logocentriste, de cette prétendue objectivité. C'est un courant. C'est un courant, voilà, donc dont je parle beaucoup dans le livre. Je m'inspire beaucoup des études, ce qu'on appelle le black feminism, notamment Saidiya Hartman, donc qui est une historienne afro-états-unienne qui a vraiment, pour moi, est l'une de celles qui a le plus populariser cette démarche historique entre archives et affect et subjectivité assumée et revendiquée. Et plus proche de chez nous, dans la Caraïbe, on a aussi beaucoup d'auteurs, pas nécessairement des universitaires, mais des auteurs qui étaient un peu à la frontière, qui ont écrit des romans, mais des romans très historiques, des romans qui essayaient aussi de faire un acte de mémoire et de ressouvenance. Je pense par exemple à Maryse Condé, dans ses goûts. Maryse Condé disait, quant à elle, que l'imagination était pour elle un mode d'écriture et un mode de reconstitution de l'histoire qui était à la fois revendiqué et assumé. Privilégié et revendiqué. Édouard Glissant, lui, parle par exemple du paysage martiniquais qui a sa propre mémoire. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il sous-entend ? C'est que l'histoire n'est peut-être pas uniquement à aller chercher dans des archives écrites, puisque, en particulier dans un contexte colonial, d'oppression coloniale, l'archive coloniale, elle reproduit la violence de l'époque. Passage obligé de notre émission, le moment où mes invités rendent hommage à un homme. Je vous propose d'écouter la parole de Colin Lee Thompson-Vénit et de Sylviane Massed. Mon papa. Roger Thompson. Oui. Roger Ignace Thompson. D'accord. Ignace, qui était le compagnon de route de Delgrès, l'un de nos libertadores de notre révolution de Guadeloupe en 1802. Bon, mon père, qui a un grand et bel âge, qu'il porte avec noblesse. Et je souhaite vraiment, le saluer avec l'amour, la tendresse et aussi la gratitude d'une fille envers son père et de Colline envers Roger Ignace, parce que c'est un homme qui a œuvré, qui a contribué à nos humanités caribéennes et qui a le premier antillais francophone, français à être effectivement pris Premio Casa de las Américas pour sa production littéraire. Et donc, je le remercie aux côtés de ma mère, parce qu'ils ont été deux, ils sont deux, et de m'avoir insufflé ce grand vent caraïbe et donc cette passion pour nos civilisations africaines et afrodescendantes. L'homme, Sylviane. Je vais rendre hommage à mon père aussi, qui n'est plus de ce monde-là. Et son anniversaire, c'était le 26 mai dernier. Donc, c'est... Comment s'appelle-t-il ? Guy Massed. D'accord. Donc, mon papa, qui nous a quand même, pareil aussi, poussé aussi à nous cultiver, à être toujours dans le dépassement. Dans le dépassement. Et, c'est ça, et puis être intègre. Donc, le mot de la forme, au terme de cette émission, avec Elinga Mess-Marquet et Myriam Moïse, on a parlé d'archipel, de coopération, de Marie Motley, de santé mentale, du futur du travail. J'ai compris que tu as mis ça sur la table, mais les gens ne sont pas tellement intéressés par ça, mais il va falloir qu'on s'y intéresse d'une quelconque façon. On a retenu aussi que, la coopération CARICOM, c'est très joli, mais qui on va envoyer ça? Le mot de la forme, mesdames, ce serait quoi? On commence par Elinga Mess-Marquet. Le mot de la forme, ce serait quoi?
Toi, la spécialiste des organisations, toi, la spécialiste de la mixité professionnelle, notamment la spécialiste de la santé au travail. Ce serait quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, j'ai envie de dire, c'est un mot-clé, c'est proactivité. Oui. Point. Proactivité. Proactivité, oui. Oui. Moi, j'aime bien ce mot-là aussi. Ouais, proactivité. Il faut qu'on arrête de regarder derrière, devant, sur les côtés et qu'on avance résolument. Et chaque pas, on l'évalue et on fait mieux sur le second pas. Évaluation aussi, c'est bien. Merci beaucoup. Proactivité. En nous garder louvent, on s'arrête, tac, tac, on fait le bilan, indicateur clé de performance, c'est bon, c'est pas bien, on avance, etc. Ça, la méthode? Ouais, c'est ça la méthode. Le mot de la fin, ce serait quoi, Myriam? Oui, alors je voudrais simplement utiliser le mot ancrage, parce que c'est vrai que notre mot d'ordre à Archipel, c'est ancré dans la Caraïbe, engagé dans le monde. Et c'est vrai qu'on a comme modèle, comme logo ce lotus, donc nymphéa. Tu veux dire nymphéa. Et en fait, c'est vrai que cette plante, ce lotus blanc, qui est donc endémique de la région, représente pour nous la nécessité de toujours rester ancré dans nos racines et de s'engager pour la région et pour le monde. Donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est important de véhiculer cela auprès de nos jeunes, l'importance de servir son territoire, de ne pas oublier son ancrage, mais aussi de se projeter sur des questions à l'échelle globale. Et je pense que c'est ce que Mia Motley fait aussi lorsqu'elle sert la Barbade, mais également le monde. Et Think avec local, act exactement. Think local, act globally. Yes. C'est de l'eux, c'est glissant, c'est nous. Ancrés dans notre territoire, notre région, engagés pour le monde. On se quitte avec ces mots. Je vous retrouve la semaine prochaine pour le best-of, épisode 2 de notre saison 5 de l'émission Femmes sur Zitata. Bye bye, à bientôt. Femme. Femme.